Oui, salut, bonjour à tous, c'est Sébastien et on est prêt. Ah, super. Salut, c'est Cyril également. Eh bien, bonjour messieurs, comment allez-vous dans un premier temps? Ah bah super bien, on est trop heureux d'être avec vous, c'est sympa, c'est hyper cool. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, merci de l'invitation et puis merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre bouquin. Ça fait plaisir. Mais justement, c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. Merci à vous d'avoir accepté. Donc, on va vous présenter un petit peu, même si je pense que ceux qui suivent le derby doivent vous connaître depuis. Donc, nous sommes avec Cyril Collot, originaire de Sainte-Foy-les-Lyons, journaliste et auteur. Vous m'arrêtez si c'est une bêtise, mais vous avez commencé au Progrès, puis vous êtes allé chez OLTV jusque 2019, et depuis, donc, vous êtes avec Euronews, Téléfoot et Sport en France. Récemment, on vous a vu aussi réaliser le documentaire Wendy tout simplement pour Téléfoot, donc sur Wendy Renard. Mais aussi, vous avez fait vos débuts avec Rouler Jeunesse en 2002, une émission réalisée sur le cyclisme Ouais. sur France 3. C'est complet, hein. On a travaillé un peu. Désolé, j'ai la voix un tout petit peu enrouée, un petit coup de froid, mais voilà, tant que c'est audible. Et Sébastien, vous êtes journaliste et auteur, donc originaire de Lyon aussi, journaliste sportif pour Euronews. Donc vous avez fait donc à travers la France, mais aussi l'Europe. Un passage au Brésil aussi pour des médias français et internationaux. Et vous êtes aujourd'hui à l'AFP en Californie depuis 2011. C'est bien ça? Oui, c'est ça, bravo. C'est Voilà, ça, c'est ça. ouais. Bah là, je suis Et pas donc, en Californie présentement, là, mais je passe la semaine là dans la région pour la sortie du livre et la promo et puis le derby de dimanche. Ouais. bon, super. Bon, je suppose que votre avis sur le derby sera un peu différent d'une autre. On espère un autre pronostic, mais bon, Non, pas sans. forcément. En fait, on va en parler, non, on veut, c'est sûr, un super beau match, c'est tout. En fait, on va attaquer tout de suite. Allez, on attaque tout de suite. En fait, Allez. il y a des tas d'ultras dans les deux clubs qui espèrent, et je dis pas que c'est tout le monde, hein, attention, qui espèrent voir l'autre club couler ou ne pas exister, mourir ou être dans les tréfonds de la Ligue 2, etc. C'est pas du tout notre cas. C'est-à-dire que nous, on est des amoureux de ce match. On a découvert ça quand on avait 10 ans. On adore ce match. Et ce serait pour nous, c'est un drame quand il est pas là, quoi. On adore ce match. Donc, on veut absolument le voir. Et il faut absolument que Saint-Étienne redresse la tête parce que ça nous ferait, nous, trop mal que Saint-Étienne descende. C'est tout. Très bien. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir ce genre de message. Euh, on vous avait connu à l'époque, vous avez sorti en 2004 Histoire du derby, à la SSE, qui a depuis été réédité à de multiples reprises, notamment en 2005, 2009 et aussi 2010, si je dis pas de C'est bêtises, ça, ouais, tout à fait. aux Content. éditions La Taillanderie. Et là, on vous retrouve donc avec Derbyrama, donc aux éditions du Volcan. Pour ceux qui ont eu la chance de lire les deux, on est sur une vision complètement différente. Là où Histoire du derby traitait vraiment de faits de jeu avec des photos, etc., où on se replongeait dans l'histoire du derby. Là, on se plonge dans une vision beaucoup plus personnelle avec beaucoup d'anecdotes. Et c'est ce qui rend ce livre très intéressant et qui sort un peu de l'ordinaire des livres qu'on a d'habitude autour de Lyon et de Saint-Étienne. On redécouvre certains noms, notamment pour les Lyonnais, Frédéric Veul et Camille Ninel, dès le début, qui sont des noms qu'on a. C'est-à-dire que voilà, on connaît tous les Fleury Dinalo, Rachid Mekloufi, tout ça, mais on découvre aussi certains joueurs qui ont pourtant marqué les débuts de cette rivalité sans pour autant avoir marqué les esprits tant que ça. Ouais, ça fait plaisir en tout cas si tu l'as perçu comme ça. Nous, notre idée, c'était, en fait, quand on a fait en 2004 le premier, c'était de faire une bible du derby, Mm. de raconter un peu tout ce qui s'était passé et d'avoir un livre qui relate de tous les matchs, de toutes les compos, de toutes les stats, et puis évidemment de tous les grands personnages. Et puis ça faisait un petit moment avec Sébastien, on se disait, mais en fait, aujourd'hui, on a envie d'autre chose. On a envie de se mettre en avant, de parler un peu de nous, de notre histoire, comment nous, on a vécu le derby depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est journaliste, depuis qu'on a écrit ce livre. Et puis, parce que comme beaucoup, j'imagine, à Lyon, comme à Saint-Étienne, on a autour de nous, moi, je suis lyonnais, mais j'ai ma belle famille qui est stéphanoise. J'ai mon frère qui est supporter de Mm. Saint-Étienne. Voilà, donc on partage tout ça, parce que ce match-là, c'est pas seulement un match de Lyonnais ou de Stéphanois. C'est un match d'une région entre des gens qui se croisent pendant toute l'année, évidemment qui ne sont pas forcément d'accord le même soir du match,
mais on vit ensemble quand même pendant toute l'année. Ça se passe plutôt bien. Malheureusement, pas forcément les soirs de match, mais voilà. Donc en fait, ce livre, c'est vraiment on va dire, une déclaration d'amour au derby, à ce match-là, et à tout ce qu'il y a autour de ça. Ouais, et puis c'est vrai qu'on est tous un peu dans cette situation à avoir des membres, des amis qui supportent le club rival. Et d'ailleurs, le livre commence très bien avec ce chapitre sur Versus, où on compare vraiment les deux villes avec chacun ses fiertés, chacun aussi un peu ses tares, notamment les embouteillages qui sont abordés assez tôt. Ouais, c'est ça. Et c'est très sympa, je trouve, parce qu'on se retrouve tous, en fait, dedans. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment dur à faire quand on écrit un livre sur une rivalité et qu'on veut un point de vue personnel. C'est à aucun moment on se dit il y a un parti pris pour un ou pour l'autre. Ouais, c'est exactement ça. En fait, comme tu disais, ce premier livre, là, il y a 17 ans déjà, c'était un truc très journalistique, quoi. C'était les matchs, les trucs. Et puis nous, voilà, on a vieilli, on a mûri, on n'écrit plus du tout pareil que quand on avait 25 ans. Et donc, on se dit, mince, on va faire un truc qui nous ressemble, qui ressemble aux supporters qu'on a croisés toutes ces années, qui ressemble à tout ce que nous ont dit les joueurs, les anciens dirigeants et tout ça. Et donc, on s'est dit, mais allons-y franchement sur l'écriture, sur les anecdotes qu'on va isoler pour en faire un chapitre entier. Et puis voilà, avec beaucoup d'amour, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de choses un peu rêvées. Et c'est pour ça qu'on a voulu parler à tous les gens qui adorent ce match, qui vont en fait se retrouver un peu ici dans un match plus ancien, ici dans un match plus récent, une anecdote, un truc, un geste, des choses comme ça, parfois même juste la description d'une photo qu'on a presque tous vue. Enfin voilà. Et donc, on s'est bien marré. Et c'est Oui, pour ça que c'est un truc bien plus perso. Ouais. ouais, c'est vrai que ça. Et justement, alors, il y a une anecdote, moi, dont je n'avais pas connaissance, c'est l'anecdote sur Saint-Étienne avec Fleury Dinalo, la tentative de transfert. Si un de vous deux Ouais. peut la raconter. Mais il y en a eu euh, plein comme ça dans l'histoire, tu sais. Je c'est- pense c'est- qu'il y a eu plein de joueurs entre les deux clubs qui ont failli rejoindre la SSE ou l'OL. Et c'est vrai que c'est Seb qui l'a écrit, qui connaît, qui a bien bossé sur cette anecdote-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de transferts avortés. Et c'est vrai que Floridinalo, finalement, qui est l'une des légendes de l'OL, aurait pu jouer à Saint-Étienne. Seb, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça fait l'objet de deux chapitres dans le ouais. bouquin. Il y a un premier chapitre qui s'appelle Et si Dinalo était né stéphanois, parce que sa famille, enfin ses parents, qui n'étaient pas évidemment ses parents à l'époque, il n'était pas né, pardon. Ses parents jeunes, le couple jeune des parents Dinalo, quand il arrive en France, il fuit l'Italie et le fascisme et la crise économique. Et il s'installe en fait à Vauches, juste à côté de Saint-Étienne. Et du coup, en fait, il s'installe là pendant quelques années, puis ça part un peu en vrille avec la belle famille, enfin en fait la famille de lui. C'est elle qui ne s'entend pas avec la famille du futur père de Dinalo. Et du coup, ils s'en vont, ils se fâchent. Hein, ils s'en vont et ils vont s'installer à Lyon. Et c'est là que Dinalo naît. Et c'est là que Dinalo naît à côté de Gerland et commence le foot, etc. On connaît l'histoire. Donc on s'est amusé à imaginer si Dinalo était né à Vauches, en fait, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, on imagine donc une carrière à Saint-Etienne. Et puis plus tard, dans un truc bien plus réel, en 78, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. l'OL était. Non, pas en 78, je confonds, pardon, en 67. En 67, en fait, l'OL est un peu en difficulté, enfin, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, et Saint-Étienne essaye d'en profiter en proposant de recruter Dinalo. Ils font ce qu'on appelle à l'époque un pont d'or, c'est évidemment pas les Ah oui. sommes d'aujourd'hui, mais ils lui proposent un super salaire, 3 fois son salaire à Lyon, propose Deux joueurs un aussi. très gros, un très gros transfert à l'OL, plus des joueurs, dont un jeune Stéphanois qui s'appelle Jean-Michel Larquet, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, le transfert se fait pas, bon, ça s'entend pas. Dinalo finalement reçoit des menaces. Son transfert passerait mal déjà à cette époque parce que Ouais. c'était vraiment le joueur phare de l'OL, quoi. Et donc du coup l'histoire ne se fait pas, mais c'est quand même marrant de la rappeler, quoi. C'est vrai que quand on la découvre, on se dit finalement, est-ce qu'il n'a pas eu raison de rester à Lyon?
On n'aurait pas connu notre capitaine Larquet sous le maillot vert quand même. C'est ça qui est assez fou comme quoi. Ouais, et puis Ouais, comme ouais, quoi, puis, ça montre que finalement les liens entre les deux clubs sont présents et que ça se joue à pas grand-chose et que finalement voilà, un joueur qui va être star à Lyon comme Dinalo aurait pu être la star de Saint-Etienne et inversement, Larquet aurait pu, lui qui a souvent eu des petits conflits avec les joueurs lyonnais à l'époque dans les années Mm. 70 quand il jouait sous le maillot de Saint-Etienne, et ben lui il aurait pu jouer à l'OL, donc ça tient pas à grand chose. L'important pour nous en tout cas, c'est que finalement ces joueurs-là quand ils portent le maillot d'un des deux clubs, ils le portent et ils comprennent l'histoire et puis voilà, ils rendent hommage à tous ces supporters. C'est vrai que ouais, voilà, c'est ce genre d'histoire en fait qui font que franchement ce livre on le dévore hein, clairement parce que voilà on se plonge dans des anecdotes toutes plus intéressantes, croustillantes les unes que les autres. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour attendre le derby. Il y a une autre anecdote moi qui m'a fait rire et c'est vrai que je pense que très peu le savent, mais Saint-Étienne et Lyon ont déjà fait un match ensemble ouais, 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 sous le même effectivement. maillot. Non, il y a très peu de monde qui. C'est ça, ouais, effectivement. Bon, à la décharge de tout le monde, hein, il y a pas mal de gens un peu jeunes, j'imagine, dans l'audience. C'était dans les années 50. Donc bon, Mm. euh, il y a aucun de nous qui était né, donc je crois, hein. C'était Ouais, en 56, c'était en 56, donc voilà. En fait, ouais, c'est ça. Donc la Hongrie, qui était une énorme équipe de foot dans les années 50, équipe nationale de Hongrie avec Puskás, bien sûr, vient de faire la Coupe du Monde. Ils ont brillé, c'est une super équipe, elle a séduit le monde entier. Et elle fait une tournée en Europe de l'Ouest. Bon, on connaît la situation politique à l'époque et c'est pas super bien vu de la part des autorités hongroises, mais quand même, ils font le voyage et tout. Et puis, ils jouent 2-3 matchs comme ça en Europe, dont un qui est prévu à Lyon. Et pour fêter ça, pour honorer en fait l'arrivée de la Grande Hongrie, les deux équipes, les deux clubs décident de monter une équipe commune. Ok, donc le même maillot, le même logo, ils rentrent ensemble sur la pelouse. C'est René Domingo qui est capitaine. Et c'est la fête. Il y a 15 000, 14 000, 15 000 personnes à Gerland. L'équipe s'appelle l'Entente. Et bah, c'est la seule fois où ils ont joué ensemble. Et pour la petite anecdote, ils ont perdu. et ouais, c'est vrai. Et puis sur un score lourd, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, Ouais, ils prennent 7 buts. Ils prennent ouais, 7 c'est buts, ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors justement, là, on va parler un peu plus de vous. Chacun à votre tour, si vous deviez le chapitre qui vous a le plus plu ou l'anecdote qui, pour vous, représenterait le plus ce derby, ce serait laquelle dans ce livre? Voilà, c'est compliqué parce que alors il y a évidemment pour nous il y a des chapitres qui sont très personnels, donc évidemment ces chapitres-là ils nous tiennent à cœur. Personnellement, moi il y a un chapitre qui me tient à cœur, c'est celui où je raconte un peu mon premier derby qui s'est pas joué au stade. Qui s'est pas joué devant la télé, mais qui s'est joué dans la chambre de mon frère, puisque mon frère était supporter de Saint-Etienne, un peu plus grand que moi, hein, il avait 50 plus que moi, il a 50 plus que moi toujours. Toujours. Et on s'est retrouvés dans sa chambre. À l'époque, il n'y avait pas de retransmission du derby, hein, c'était au début des années 90, c'était le premier derby avec la remontée de l'OL en première division et de l'ère Aulas, hein, de l'ère Jean-Michel Aulas. Et on s'est retrouvés, on a mis le transistor au milieu du lit et on était chacun d'un côté du lit avec le Lyonnais face au Stéphanois, et ça a été mon premier derby face à lui. Et pour moi, ce moment-là, il représente vraiment ce qu'est le derby pour moi. C'est évidemment, c'est une confrontation avec ce transistor qui était au milieu et qui nous racontait le match, qui nous a vécu le match. On était face à face, et ça, c'est important aussi. Je pense que les Lyonnais et les Stéphanois soient face à face lors d'un derby, ça veut dire qu'il y ait des supporters dans les deux stades. Ça, moi, je trouve ça aberrant aujourd'hui et ça me chagrine vraiment qu'on ne puisse pas avoir des supporters des deux camps lors d'un match entre Lyon et Saint-Etienne. Et puis en tout cas, voilà. Donc pour moi, ce moment-là, avec ce premier derby que j'ai vécu finalement à la radio face à mon frère, je m'en souviens, surtout qu'en plus Saint-Etienne avait gagné. Alors je peux vous dire que j'avais très mal dormi. Ils avaient gagné 1-0 avec un but de Thierry Gros. En fin de match sur un coup franc tiré par l'ancien lyonnais Laurent Fournier. Et je m'en souviens de ce moment-là parce que voilà, on sentait l'ambiance de Geoffroy Guichard à travers le transistor. C'était incroyable ce moment-là et ça m'a donné envie évidemment d'aller vivre un derby à Geoffroy Guichard.
Et j'ai eu l'occasion ensuite, évidemment, d'en vivre pas mal. Mais voilà, pour moi, c'est ça le derby, c'est la confrontation évidemment avec l'adversaire, mais toujours aussi dans cette proximité, ce respect. Oui, et puis comme vous le dites assez tôt, hein, il y a les fameuses scènes qu'on connaît tous le lundi matin, où est-ce qu'en fonction de l'issue du derby, il n'y a pas les mêmes visages qui s'écrivent. Et toi, Sébastien, ce serait quoi du coup pour Bah, toi en fait, c'est marrant parce que c'est évidemment aussi un souvenir perso. Et je crois qu'on peut demander à tous les gens qui écoutent là. En fait, son plus beau derby, son premier souvenir, c'est évidemment quand on est gamin et qu'on découvre et qu'on comprend cette rivalité. On commence à Ouais. suivre le foot et on comprend. Et moi, je sais pas, ça va vous paraître bizarre, c'est ni un match, ni un but, ni un joueur. En fait, quand j'avais 10 ans, j'ai compris ça parce que j'étais trop impatient chaque année d'aller acheter le 11 mondial qui paraissait peut-être un mois avant le derby, généralement en septembre. Et dans ce 11 mondial-là, il y avait un poster qui était recto verso. Il y avait d'un côté l'équipe de Lyon, de l'autre l'équipe de Saint-Etienne. Et déjà, à cette époque-là, donc, on devait faire un choix. 11 mondial nous demandait de faire un choix. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, euh, les deux équipes, il fallait choisir en fait. Il y en a une qui allait finir contre le mur et une qui allait être visible dans la lumière. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait une rivalité qui était bien plus forte que sur n'importe quel autre match que les équipes jouaient. Et c'est vrai que là, c'est pas mal comme anecdote. C'est sûr que ça sort un peu de l'ordinaire, mais là, c'est tellement bien dit que ouais, on va toujours mettre une équipe dos au mur et l'autre face à la lumière. Et alors maintenant qu'on a abordé votre meilleur souvenir, est-ce qu'il y a chacun un souvenir un peu moins agréable d'un derby, quelque chose qui... S'il y avait un derby à oublier peut-être, ou quelque chose comme ça. Ah, moi j'en ai un aussi, c'est personnel aussi, mais c'est le centième Ah derby. bah, Alors, alors j'étais au stade évidemment pour le centième. Évidemment, l'OL à cette époque-là archi dominait le championnat de France. Saint-Etienne était en difficulté. Jérémy Janot, ce jour-là, fait un match incroyable. Il sauve à plusieurs reprises Saint-Etienne. Et dans les dernières minutes, évidemment, il y a ce fameux coup franc de Dimitri Payet que Hugo Lloris va chercher au fond des filets. C'était incroyable pour moi ce match-là parce que ça m'a rappelé un autre match que j'avais pas vu au stade, mais que j'avais eu l'occasion de revoir, c'était le but contre son compte Casten Dutch au début des années 90, avec un peu le même scénario, Saint-Etienne qui domine, le hold-up. Donc c'était le hold-up parfait pour Saint-Etienne. Ça aurait pu s'arrêter pour moi là, simplement c'est qu'après je retournais en fait à un mariage familial dans ma famille stéphanoise et que je suis arrivé le dernier évidemment puisque tout le monde avait commencé la soirée et je suis arrivé donc dans ce mariage stéphanois et tout le monde a applaudi en fait quand je suis arrivé pour me chambrer en fait. Et pour moi, voilà, c'est ça aussi. Voilà. Alors, c'était la double peine, quoi. La double peine pour moi, il y c'est ça. avait eu la défaite au stade de Gerland et ensuite tout le mariage là, qui s'était foutu de moi pendant toute la soirée. Évidemment, ça s'était bien passé entre nous. C'était dans la bonne ambiance. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment ce jour-là l'un des plus mauvais souvenirs de derby. Et pour toi, Sébastien, du coup? Je vais être un peu provocateur, c'est marrant, mais sur le ton de la blague, c'est dommage, c'est quand même dommage que Olas ait jamais réussi à attirer Lubomir Moravcik, parce que j'aimais bien ce joueur. Et là, ça aurait été bien cool. Euh, mais plus sérieusement, non, il y a un truc, ouais, c'est pas un truc qu'on a vécu, c'est un truc qu'on nous a raconté, que Georges Beretta nous a raconté. C'est qu'en sortant du stade, un jour, il se fait agresser par des mecs, par des gamins qui connaissent même pas qui il est. Quoi. Les mecs veulent faire peur à des supporters stéphanois, ils voient les plaques 42, ils secouent la voiture, ça lui donne un coup de peur incroyable et il est dégoûté. Il dit il y a un avant et un après cet incident. Il veut plus aller au stade après ça et je trouve ça tellement incroyable. Mais les mecs, mais ouvrez les yeux, vous êtes en train de vous attaquer à une légende d'un des deux clubs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Et ça pour moi, je trouve ça me blesse vraiment. Vraiment, ça me blesse de voir ce genre de truc. Ouais, c'est vrai que c'est pas agréable et puis ça se prête assez bien aux scènes qu'on commence à voir dans d'autres stades, en tout cas. On a l'impression un peu que plus le temps passe, plus cette ligne entre joueurs et supporters s'efface un peu. Là, ça décale un peu le sujet, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu cette ligne où est-ce qu'avant, voilà, le joueur était un peu plus... voilà, il y avait qu'à voir l'image qu'on avait du terrain, hein, c'était un sanctuaire, on n'y pénétrait pas.
Euh, pour vous, est-ce que cette ligne s'efface un peu et que ça peut expliquer certains comportements aujourd'hui? Mais pour moi, c'est l'aberration de ne pas faire venir des supporters. Pourquoi? Parce que quand il y a des supporters adverses, eh ben, on se parle entre supporters. Mm. On s'insulte, évidemment, on se chambre, on s'envoie des banderoles, des messages. Mais quand il n'y a plus de supporters, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ceux qui représentent le club adverse. Donc évidemment, les premiers à représenter le club adverse sont les joueurs qui sont sur le terrain. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit à Lyon, à Saint-Etienne, peu importe. Hein, c'est pas un camp plus que l'autre, mais on a vu des scènes évidemment qui ont fait avec des envahissements de terrain. Je me souviens de la victoire de Saint-Etienne à Gerland avec les supporters du Virage Sud qui rentrent sur le terrain après le match. Je me souviens aussi de Nabil Fekir qui a mis son maillot, Ouais. évidemment, avec cette partie-là. Quand on y pense après des années après, franchement, un joueur qui marque un but, qui monte son maillot, oui, c'est du chambrage. Après, est-ce que ça vaut d'aller le lyncher, d'avoir envie de le lyncher? Voilà. Je pense qu'il faut remettre les choses au bon endroit. Il faut remettre les supporters dans les camps. Il faut que le derby, ça soit pas seulement un match d'ultra, que les familles aient envie aussi d'aller au derby. C'est ça le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans les déplacements, il n'y a que des ultras, il n'y a plus de familles qui se déplacent. Et c'est ça que nous, on prône en fait dans ce style-là. Ce qu'on a envie, nous, c'est de retrouver ça. C'est de retrouver, évidemment, il y a ce match-là, il y a toute son histoire. Mais il y a aussi quand même, c'est que c'est du football. L'idée, c'est quand même qu'on soit capable et qu'on puisse aller voir le match tranquillement avec les enfants et ça reste ce derby l'un des matchs le plus importants parce qu'au final, dans quelques années, si on continue comme ça, et ben, ce match-là, il va passer à travers. Ça sera un match redouté et plus personne ne voudra aller au stade pour ce match. C'est sûr. C'est très bien dit en tout cas. Alors justement, alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à intervenir ou à poster votre message avec le hashtag Derbyrama. Et voilà, comme ça on les enverra pour Cyril et Sébastien. Et là j'en ai déjà une. Euh, pour vous, est-ce que les joueurs sont-ils toujours aussi impliqués et conscients de l'importance du derby? En fait, c'est une question qui revient souvent. Bon, évidemment qu'un joueur qui arrive là de Pologne, du Mali, de l'Argentine ou je ne sais quoi, bon, oui, il connaît moins bien que les mecs qui, dans les années 70, sont nés ou ont été formés dans l'un des deux clubs. Mais en même temps, il y a une telle ferveur autour, une telle, un tel appui des anciens du club, les supporters qui se comportent un peu différemment, évidemment, quand le derby approche. C'est un truc, en fait, les joueurs, ils comprennent vite en fait le message. Ils comprennent très vite que ce derby-là, ce match-là, il est à part. Ils comprennent vite que dans une situation délicate, comme par exemple est en ce moment Saint-Étienne, ils savent très bien que si ils battent le grand rival, eh ben, ça va leur acheter un peu une paix tranquille, quoi. Ça va peut-être redresser la saison, ça va peut-être marquer un petit changement, ça va peut-être faire redémarrer la machine. Ils ont bien compris que c'était un truc différent. Il suffit de voir les départs des joueurs de Saint-Étienne quand ils vont à Lyon, les départs de Lyon quand ils vont à Saint-Étienne. Il y a une ferveur incroyable. Donc, quand on est joueur, on vit pour ça. Donc, on comprend évidemment très bien l'aspect rivalité historique entre les deux clubs. Ouais. Ouais, et puis les joueurs, ils adorent jouer ce genre de match, quoi. C'est un match incroyable, c'est un match électrique, et ils comprennent vite que ce match, il est important. Donc oui, alors évidemment pour un joueur qui a été au centre de formation, c'est plus facile de savoir ce que c'est que le derby. Ils l'ont joué en U17, en U19, parfois aussi avec la réserve. Mais je pense que les joueurs des deux camps, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils entrent sur le terrain, ou même la veille du match, évidemment, avec souvent aussi ces entraînements qui se font en Ouais. présence des supporters, ils comprennent. Et puis, ils en parlent entre eux aussi. C'est aussi le rôle des anciens d'un club de faire comprendre l'histoire du club. Je sais qu'à Lyon, je ne sais pas si ça se fait à Saint-Etienne, mais maintenant, tous les joueurs qui arrivent au club visitent le musée et donc s'imprègnent de Ouais, l'histoire du ça se fait club. à Saint-Etienne aussi, ouais. Donc voilà, ils ont tout de suite cet intérêt. Alors évidemment, pour un gamin de Saint-Étienne ou un gamin de Lyon, ça représente encore plus de choses. Mais moi, je sais que à Lyon, par exemple, Paqueta, qui est arrivé l'année dernière, j'en suis sûr que lui, ce match-là, il l'a noté. Il sait que ce match-là va lui permettre aussi de se montrer aux yeux des supporters et de rentrer encore un peu plus dans leur cœur. Donc moi, je pense que oui, ce match-là, ça restera toujours un match à part.
On dit que c'est un match de supporters, c'est pas qu'un match de supporters, c'est un match à part pour toute la région. C'est vrai, ouais. Et là, justement, j'ai une deuxième question. Est-ce que pour vous, alors notamment avec ce qui s'est passé, voilà, bon, il y a des dynamiques complètement différentes entre les deux clubs, hein. Lyon qui continue de rejouer le très haut de tableau avec nouveaux projets qui démarrent avec Juninho et Peter Bosz, pendant que Saint-Etienne, depuis 3 ans, commence un peu à végéter dans le fond, au grand détriment des supporters qui commencent à montrer leur désapprobation de la situation actuelle du club. Est-ce que pour vous, ça, plus le Covid, est-ce que le derby, il n'a pas une saveur particulière cette année? On a l'impression que on retrouve pas cette atmosphère qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans encore à la veille d'un derby. Là, on est à 3-4 jours du derby. On a l'impression qu'il y a quelque chose de différent, comme s'il y avait un espèce de désintérêt pour certains supporters de ce match. Bah, je sais pas, je pense pas. C'est sûr qu'il y a deux choses qui gênent un peu peut-être l'intérêt pour le derby cette semaine. C'est que bon, Lyon joue encore ce soir. Bon, ok. Donc l'attention est pas encore portée vers le derby. En tout cas, pas totalement, disons. Et à saint bon, la situation est pas bonne. Il y a ce projet de rachat, donc beaucoup de gens parlent du projet de rachat. Ça inquiète beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'espoir aussi. En fait, on sait pas vraiment tellement ce qui va se passer. Donc moi, je comprends très bien je comprends vraiment très bien que pour une fois, la situation du club et les risques liés au classement, les risques liés, on peut voir une mauvaise, j'allais pas dire ambiance, mais une mauvaise. La roue tourne pas rond en ce moment, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Plus. Bon, l'incertitude autour du rachat, bah oui, je comprends que ce soit plus important que le match contre Lyon. Mais attention, si Saint-Étienne fait une bonne perf dimanche, et sincèrement, je le souhaite. J'aimerais pas que ça se passe mal parce que ça peut vite être une source je vais être un peu vulgaire, mais de pas mal d'emmerdes si Ah Saint-Étienne oui, perd lourdement dimanche. J'espère qu'ils vont faire un bon match. Peu importe celui qui va gagner, j'espère juste que ça va se passer bien et que ce ne sera pas la crise à Saint-Étienne parce qu'on n'aime pas ça en fait. On veut un Saint-Étienne fort, on veut un Lyon fort pour que ça se passe bien. Il y a un chapitre dans le bouquin, et c'est un des derniers, c'est le derby rêvé. En fait, le derby rêvé, ouais, c'est quoi? Nous, on a choisi une finale de Coupe de France. Ça pourrait être un club est premier, l'autre est deuxième à 2 journées de la fin. Ça c'est le derby rêvé pour nous. c'est ça. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est le dernier chapitre, hein, c'est celui qui clôture ce livre, et c'est vrai que c'est un peu le derby, je pense, dont tout le monde rêve, c'est d'avoir un jour un derby qui a le gros enjeu, quoi, qui joue un titre au bout du derby. Ce serait vraiment un match complètement à part entière, là. Ouais, c'est vrai qu'on en rêve tous, hein, de cette finale de Coupe de France. On l'a jamais eu, hein, cette finale de Coupe de France entre les deux clubs. On parle beaucoup des garçons d'ailleurs, hein, mais on peut parler aussi des filles parce que dans le livre, on parle du derby, également chez les filles. On parle également du derby chez les jeunes et on Chez les parle jeunes notamment aussi. de la Gambardella parce qu'il y a eu Ouais, plusieurs matchs de Coupe Gambardella. J'ai eu l'occasion d'assister à quelques-uns. Alors, pas ceux des années 70, j'étais encore trop jeune, j'étais pas né encore, mais il y a eu notamment des matchs récemment en Coupe Gambardella et c'est incroyable. On n'imagine même pas ce qui se passerait si c'était une finale de Coupe de France entre les deux clubs au Stade de France, avec l'organisation à prévoir pour emmener les supporters des deux camps au stade. Voilà, Voilà, ça, c'est clair que ça on serait appelle tous le immense. préfet. Il n'y a pas moyen d'interdire les déplacements là. ah oui, Voilà, non, non, non. mais ça serait génial, quoi. Et nous, on en rêve de ce moment-là, avec les deux clubs, avec ce Stade de France, d'un côté le rouge et bleu, de l'autre côté le vert, ces couleurs. C'est ça aussi pour nous, le derby, c'est des couleurs. C'est ça. C'est pour ça qu'on est triste quand il y a seulement du vert à Geoffroy Guichard et du rouge et bleu au Groupama Stadium. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ce mélange des couleurs. Elles vont si bien. Finalement, elles sont opposées, mais elles vont si bien ensemble quand même, ces trois C'est couleurs. ça. C'est vrai, c'est joliment dit. Euh, Messieurs, alors bon, on va se rapprocher doucement de la fin parce que je sais que vous avez une demi-heure à nous consacrer. Euh, pour vous, rapidement, à l'approche de ce derby, quelles sont vos impressions avant le derby? Voilà, vous pouvez laisser parler votre côté un peu supporter et vous livrer un pronostic pour ce match. Bon, un pronostic, c'est toujours difficile, évidemment. Moi, il y a eu pas mal de moments dans l'histoire du derby où il y avait une équipe qui était loin derrière l'autre
au classement et en termes d'espoir quoi, pour des résultats en fin de saison. Là, c'est clair que c'est sur le papier hyper déséquilibré. Il y a une équipe qui, a priori, est en train d'être dans un cycle assez positif. L'autre, ça va vraiment pas très bien. Mais en fait, il faut toujours se méfier dans ce genre de match de la bête blessée. En fait, le derby nivelle les valeurs. Il se pourrait très bien que Saint-Étienne fasse un match incroyable, que Lyon se trouve un peu. Il y a la Coupe d'Europe jeudi. C'est pas impossible. Euh, si Saint-Étienne peut repartir du bon pied avec ce match, eh ben, tant mieux. Donc, moi, je veux du spectacle. Je veux que ça se passe bien. Je veux pas une crise à Saint-Étienne. Allez, je dis 2-2. Moi, j'ai le souvenir d'un match, pour moi, le plus beau derby, l'un des plus beaux derbys auxquels j'ai assisté, c'est peut-être celui dans les années 2000 avec la victoire 3-2 de l'OL avec ce but de Sidney Govou en fin de match. Je ne sais pas si vous vous en souvenez tous, mais Oui. ce match-là, c'était incroyable parce qu'il y avait quelque chose. L'année dernière, finalement, le match, le 5-0, personne s'en rappelle. Finalement, ce match-là à huis clos, avec une seule équipe sur le terrain. C'est vrai que Saint-Etienne avait été vraiment pas au niveau l'année dernière. Et c'est pas rigolo un derby comme ça. C'est pas rigolo. Ce qui est intéressant dans un derby, c'est voilà, c'est ces renversements, comme il y avait eu sur ce 3-2 avec une équipe qui ouvre le score, l'autre qui reprend l'avantage, qui mène, et puis c'est un scénario avec souvent des buts aussi dans les dernières minutes. C'est ça aussi qui fait le sel du derby. On parlait tout à l'heure du but de Dimitri Payet dans les derniers instants à Gerland. Moi, j'ai souvenir de ce but de Sidney Govou dans les derniers instants aussi, le but de Jimmy Briand. Voilà ce qu'on veut Voilà, en tout brillant cas. aussi, bien sûr. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ça soit un vrai derby engagé sur le terrain, avec une grosse ambiance à Geoffroy Guichard. Et puis dans l'histoire du derby, le plus gros score, le plus nombre de buts dans un match, c'est 5-4. Voilà, c'est un 5-4. Alors pourquoi pas rêver dimanche d'avoir un festival de buts des deux côtés. Et puis voilà. Et puis moi je suis aussi, j'ai pas envie forcément que Saint-Etienne entre en crise et que j'ai beaucoup de respect pour Claude Puel que j'ai croisé à Lyon. Je sais qu'en ce moment, il n'est pas forcément en odeur de sainteté à Saint-Etienne. Ce n'est pas la bonne période, mais je pense que c'est quelqu'un d'intègre qui va au bout de ses idées et qui n'est pas un malhonnête, qui est quelqu'un qui a des convictions. Donc, j'ai pas envie non plus qu'il finisse comme ça à Saint-Étienne. Il a commencé à Saint-Etienne par une victoire sur Lyon dans le derby. Ça serait bizarre qu'il termine son passage à Saint-Etienne par une défaite contre Lyon dans le derby. Donc, c'est pour ça que même si mon cœur évidemment est lyonnais, hein, mais s'il y a un gros match, un match nul, moi ça m'ira bien. Pour cette fois-ci seulement. Un 2-2 aussi, c'est ça, pour sauver Saint-Etienne de la crise, du coup. Un petit 5-5, hein, comme ça on bat le record de buts dans le derby, ça serait pas mal ça. En fait, qu'est-ce qui peut sortir Saint-Étienne de la crise et sauver Puel? C'est au moins, même s'il y a défaite ou même s'il y a match nul, c'est au moins un match qui donne envie, quoi. Un match où il se défonce, un match où il joue bien, un match où on a l'impression qu'il joue avec le cœur. Et c'est tout ça, c'est cette histoire de rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. C'est un match qui va droit au cœur, parce qu'on est tous plongés soit dans une famille, soit avec des collègues, des amis stéphanois, lyonnais. En fait, on se déteste, mais c'est pas vrai ça. En fait, on s'aime parce qu'on est tous les jours ensemble, en fait. Et du coup, on adore quand il y a des belles histoires dans le derby. On veut pas. Il y en a qui veulent se casser la figure, il y en a qui veulent se casser la gueule, mais la plupart du temps, on se prend dans les bras après, non? Oui, c'est ça, la plupart du temps, on a tous au moins un proche qui supporte de toute façon le club rival. Donc, on n'est pas non plus dans cette haine. Voilà. C'est juste pendant 90 minutes, on se parle pas trop, c'est tout. C'est ça. Eh bien, messieurs, en tout cas, on pourrait parler de ce derby qui nous passionne tous pendant des heures, mais vous avez un emploi du temps, surtout avec la sortie du livre qui est très chargé. Donc, je le rappelle, pour ceux qui veulent découvrir cette histoire intime et personnelle du derby, donc Derbyrama, football, amour et querelle, aux éditions du Volcan. Donc voilà, il est disponible en librairie, sur Amazon aussi, il me semble. Et voilà. De partout, ouais. Dans la boutique des deux clubs aussi, également. Ça, on peut vous l'annoncer. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est les deux clubs qui nous soutiennent et qui sont réunis sur un projet. Ça aussi, c'est quand même rare, hein, qu'on réussisse à réunir les deux clubs sur un projet. Sur ce projet-là, même si nous, c'est un livre indépendant, hein, qui n'est pas un livre officiel de club, les deux clubs nous suivent parce qu'ils ont aimé. On est très, très heureux avec le retour, notamment de Philippe Gastal, qui est le directeur du musée, qui a lu le livre et qui il nous a dit, franchement, c'est un livre qui n'est pas partisan
et voilà, qui est un Ouais. livre d'amour et une déclaration d'amour au derby. Voilà. C'est ça, c'est parfaitement résumé parce que là, c'est ce qui faisait un peu peur. Je me suis dit, ouais, il y aura peut-être un petit parti pris lyonnais, sûrement, mais même pas. On est vraiment sur. Et c'est là qu'est toute la beauté, la difficulté de l'exercice quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal de mauvaise foi et on adore ça, la mauvaise foi, non? Un petit mot, juste un tout petit truc, parce que bon, c'est un bouquin, comme tu as dit, qui raconte plein d'histoires. On a pris le parti de faire un bouquin sans photo. C'est juste des textes, Oui. c'est des petits textes et tout ça. Donc en fait, quand même, pour accompagner ce livre, on a créé un compte Instagram. Je dis ça sur Twitter, ils vont me défoncer Twitter s'ils m'entendent. Mais c'est un compte Instagram qui s'appelle Derbyrama, le livre. Et en fait, on met souvent des photos pour accompagner la lecture. C'est une sorte de pont entre le livre et quelques photos pour voir des trucs sympas, quoi. Voilà, donc c'est une sorte d'accompagnement du donc livre. ouais, n'hésitez pas à aller suivre ce compte Instagram. Et puis on en profite juste avant de partir pour juste remercier un éditeur, parce que on a choisi un éditeur quand on a choisi quand on a voulu faire notre livre. On voulait faire un livre avec de jolis textes, et du coup on s'est dit on va pas prendre un éditeur à Lyon, on veut pas un éditeur à Saint-Étienne, on veut un éditeur entre les deux. Donc on a trouvé un éditeur qui est à Clermont-Ferrand, qui s'appelle les Éditions du Volcan, et on a la chance d'être dans une section, la section sport et littérature, parce que cet éditeur, il travaille super bien. On voulait le remercier d'ailleurs d'avoir eu confiance en notre projet. Et n'hésitez pas, si vous aimez le foot, si vous aimez le sport en général, et les beaux livres et les livres un peu décalés aussi, ils ont une très belle collection sport et littérature sur les Éditions du Volcan. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, voilà, sur le site de l'éditeur, parce que franchement, il bosse super bien et on est très content qu'il nous accompagne sur ce projet. Et ben voilà, donc c'est très gentil ce petit mot pour les éditions. C'est vrai que il me semble avoir vu passer quelques livres intéressants. Il y a un livre de Valentin Dedon qui s'appelle Miettes footballistiques, notamment, qui est terrible. Franchement, je vous le conseille. Et qui est un excellent livre aussi. Donc voilà les amis, on sait que vous allez être environ 35 000. Voilà, donc il a la boutique. Vous savez que faire à la boutique, ça changera des écharpes et des maillots. Il n'y a pas 35 000 exemplaires à la boutique. Allez-y tôt. Et on sera samedi à la librairie de Paris aussi, en dédicace à Saint-Étienne. Voilà. Donc, samedi à la librairie de Paris en dédicace du coup. Samedi, de 15h à 18h. Voilà, 15h, 18h, on sera là-bas pour papoter, taper le bout de gras, parler derby et puis être de mauvaise foi. Voilà, on est prêt. Et ben voilà, ce sera avec un grand plaisir. J'espère que vous aurez beaucoup de monde. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. Et puis si jamais vous avez aimé Derbyrama, vous avez aussi, donc je rappelle, Histoire du derby, toujours avec Cyril Collot et Sébastien. Et pour les supporters lyonnais, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns, il y a aussi un livre qui est excellent. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais un ami lyonnais me l'a conseillé. C'est OL, champion 1987-2007, où vous allez pouvoir replonger dans les plus belles années de ce club. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Un dernier petit mot, pardon. Je vois que vous avez un auditeur qui s'appelle Dimé dans le lot d'auditeurs. Là, il m'a bien fait marrer parce qu'il a détourné la couverture hier. Et ça, on adore cet esprit-là. On n'a pas du tout pris ça comme une provoque. On adore cet esprit-là. Il a changé. Le sous-titre, c'est Football, amour et querelle. Et il a changé querelle, il a mis quenelle. Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc bravo à lui. Le petit clin d'œil sympa qu'on lui transmettra, mais c'est vrai que oui, ça fait un peu réagir cette couverture modifiée. Donc voilà. Allez, merci. Merci à vous. Monsieur, et bon derby. Bon derby à vous. Bon derby à tous. Allez les Verts et allez les voisins. Voilà. Pour ceux qui sont encore dedans. Ciao. Ciao. Allez, passez une très bonne journée. Au revoir.